Le 20 décembre, c'était un mercredi en plein milieu de la semaine que les Congolais ont eu rendez-vous avec les urnes pour les élections générales. C'est le premier dossier. Il a fallu 2 jours officiellement, de manière générale, pour permettre aux Congolais de s'exprimer dans les urnes lors des élections. La date du 20 décembre, jour des scrutins, était émaillée de nombreux dysfonctionnements. Une véritable pagaille logistique qui n'avait pas d'autre qualification, sinon catastrophique pour le camp de l'opposition et du peuple. Pourquoi n'a-t-il pas pris 10 jours pour amener les élections au 30, pour faire parvenir les machines dans tous les bureaux de vote, dans tous les centres? Pourquoi n'a-t-il pas fait ça si ce n'était pas quelque chose de planifié, un chaos délibérément voulu? Le pouvoir en place et son camp évoquent une situation satisfaisante, bien qu'ayant enregistré quelques dysfonctionnements. Selon plusieurs observateurs, témoins et électeurs, près d'un tiers des bureaux n'étaient pas accessibles aux électeurs à l'heure officielle d'ouverture. À 6 h du matin à Kinshasa, comme dans quelques provinces, un grand nombre de bureaux attendaient encore l'arrivée du matériel pour pouvoir procéder à l'ouverture du vote. Mais en tout cas, je trouve que c'est faux de dire qu'il y a eu du chaos parce qu'il y a eu des lenteurs, ça c'est vrai, mais c'est normal, c'était une entreprise difficile dans un pays énorme, il faut déplacer le matériel et tout ça. Donc pour moi, les problèmes logistiques, ce n'est pas une surprise, quoi. La plupart des électeurs sont arrivés à 5 h dans le centre de vote. Pendant qu'ils spéculaient, car aucune communication officielle n'était faite, le président de la CENI, venu au secours au centre Bossolo, a reconnu ces dysfonctionnements. Au finish, Denis Kadima estime tout de même qu'au moins 70% des votants ont pu accomplir leur devoir civique. Aujourd'hui, nous avons couvert le plus grand nombre de gens, pas moins de 70%. Le gros des gens ont pu voter aujourd'hui. Ceux-là qui n'ont pas pu le faire, ça sera demain et je ne pense pas que ça sera, vous verrez vous-même, ça ne sera pas le même type d'engouement. Les bureaux ouverts en retard ont été autorisés à recevoir les électeurs bien après leur fermeture officielle à 17 h. Il a fallu compter 11 h à partir de l'heure d'ouverture. Globalement, plusieurs centres ont clôturé les opérations de vote tard. D'autres les ont prolongées jusqu'au lendemain. Une situation qui vaut pour plusieurs, tenant compte du moment de l'ouverture. Pendant le dépouillement des résultats, il a fallu davantage de courage aux témoins, aux observateurs, voire aux journalistes, pour braver la fatigue et le déficit de sommeil pour résister jusqu'au bout de la nuit. Des dysfonctionnements indigestes. L'opposition, certains candidats à la présidentielle appellent déjà à la réorganisation des scrutins. Des appels qui restent en suspens, malgré les protestations de l'opposition. Les votes ont repris le 21 décembre, voire les jours d'après selon le contexte des différents coins perdus du pays. Le cas du centre Massamouna dans le secteur de Massimanimba, dans la province de Kwilu, où le vote a commencé le samedi 23 décembre. Nous appelons le peuple congolais, la CENI, le gouvernement, la SADC, l'Union africaine et la communauté internationale à constater qu'il n'existe légalement aucune dérogation possible au jour du scrutin. La dérogation ne concernant que les heures d'ouverture et de fermeture. Une telle dérogation d'heure et non de jour doit être motivée et ne peut être décidée que dans les conditions assurant l'égalité des citoyens devant le suffrage, conformément aux dispositions de l'article 52 de la loi électorale. Quant au travail de terrain, il était très difficile, selon certains observateurs, d'estimer combien de bureaux sur un total d'environ 75 000 étaient concernés par la prolongation du vote, décidée au soir d'une première journée particulièrement compliquée. Pour la deuxième journée, plusieurs bureaux ont ouvert les portes pour laisser voter ceux qui n'ont pas pu le faire le premier jour à Kinshasa et dans d'autres provinces du pays. Le camp Katumbi a publié un communiqué pour dénoncer ce qu'il qualifie d'une fraude généralisée et appeler à la mobilisation générale de la population. Peut-on vraiment parler d'une fraude ou d'un manque d'organisation sérieuse de la part de la CENI, au vu des images qui circulaient sur les réseaux sociaux montrant des individus avec des machines à voter, bulletins de vote et autres kits dans les endroits non indiqués par la CENI. Amoé CNJ a noté avec regret certains inciviques ont vandalisé les bureaux de vote et cassé des matériels, notamment les dispositifs électroniques de vote d'Ève,
et brûler le matériel sensible. Ceci s'est déroulé dans la ville de Bunia. Ce même comportement a été observé dans la ville de Mweneditu, où les inciviques s'en prenaient aux agents électoraux dans les bureaux de vote et en ont blessé une centaine. La mission d'observation électorale de la CENCO-ECC a affirmé avoir reçu 1185 rapports d'incidents enregistrés lors de ces élections à travers le pays. La mission atteste que les bureaux de vote étaient aussi installés dans les académies et écoles militaires, dans les quartiers généraux des partis et regroupements politiques, mais aussi dans des lieux de culte. 7 rapports, soit 0,38%, indiquent que les bureaux de vote étaient installés dans les quartiers généraux des partis et regroupements politiques. 84 rapports, soit 4,64%, prouvent que les bureaux de vote étaient installés dans des lieux de culte. 1524 rapports, soit 84,1%, indiquent que les bureaux de vote étaient installés dans les endroits indiqués par la loi électorale. La réponse ne s'est pas fait attendre du côté de la CENI. Elle a réfuté le rapport de la CENCO-ECC, confirmant la tenue des opérations de vote dans les académies et écoles militaires. Pour le gouvernement, l'organisation de ces élections est une satisfaction. Évidemment, comme gouvernement, nous sommes satisfaits. D'abord, le premier enjeu, il fallait tenir le délai. Les délais étaient tenus. Le deuxième enjeu, il fallait que les Congolais répondent massivement à l'appel de la Commission électorale nationale indépendante pour voter, ce qui a été fait. Cette élection, nous l'avons voulu inédite à plusieurs titres d'ailleurs. Et le fait que vous relevez que les Congolais de l'étranger ont pu voter, c'est une première dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo. Malgré la publication des premières tendances des résultats par la CENI, qui place le président sortant vainqueur dans la diaspora, l'opposition reste sur ses gardes et attend impatiemment les résultats sur l'ensemble du territoire national. Paul Kabea, du regard citoyen, comment avez-vous évalué le processus électoral en général et particulièrement le jour de vote? Notre évaluation porte les germes du processus. Le processus a souffert de certaines faiblesses, notamment les questions liées à l'éducation civique. L'éducation civique a été négligée et nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de problèmes, notamment le fait que certaines personnes ne savaient pas manipuler les DEV, la machine à voter. Certaines personnes ne connaissaient pas où ils doivent voter parce qu'il y a toute une application que la CENI avait développée, mais la sensibilisation n'a pas été bien boostée, ce qui a fait que les jours du scrutin, les gens s'empressaient pour aller voir leur nom. Certains nous ont dit qu'ils n'ont pas retrouvé leur nom, mais par après, on a trouvé que leur nom était là. Évidemment, certains d'autres n'ont pas pu retrouver leur nom. Pourtant, s'ils les savaient avant, il y a des démarches qui pouvaient être faites. Ne pas savoir, vous le mettez dans l'éducation civique, c'est ça? Oui, oui. L'éducation civique est un levier très important dans la charpente électorale. Quand la population n'a pas de bonnes informations sur les questions électorales, c'est ainsi que nous assistons à certaines irrégularités. Mais il n'y a pas que l'éducation civique, il y a aussi les partis politiques. Nous avons vu des témoins des partis politiques dans plusieurs bureaux de vote, mais ils donnaient l'impression de ne pas être formés. Je ne peux pas concevoir qu'un témoin d'un parti politique s'amène sans stylo ni carnet. Comment va-t-il observer
comment va-t-il noter certaines... Peut-être avec son téléphone, on est de la technologie. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Les téléphones ne vont pas vous donner un canevas élaboré. Lorsqu'on fait une observation ou lorsqu'on est témoin, on doit avoir un canevas qui vous guide. Je donne un exemple. Nous avons constaté que les bureaux de vote ont ouvert en retard. La loi dit le bureau s'ouvre à 6 heures et les opérations se terminent à 17 heures. Alors, vous êtes témoin, vous ne savez pas que le bureau ouvre à 6 heures. Vous n'avez pas un canevas qui vous guide pour dire est-ce que ce bureau-là a ouvert à 6 heures ou il n'a pas ouvert à 6 heures. C'est déjà un problème. Et lorsqu'on parle des dysfonctionnements, les dysfonctionnements est parti d'abord de l'ouverture des bureaux. Ça, ce n'est pas la responsabilité des témoins. Ça, c'est la CENI qui n'a pas déployé à temps les kits. Mais un témoin a l'obligation de faire observer ces faits. Parce que s'il doit défendre les intérêts de son candidat, c'est parmi les éléments qu'on peut verser pendant le contentieux. Mais lorsque vous avez un témoin qui ne sait pas, qui ne connaît pas son rôle, eh bien, conclusion, on peut s'attendre à tout. Et c'est ce qui va arriver. Beaucoup de candidats n'auront pas des argumentaires à présenter lors des contentieux parce qu'ils avaient des témoins mal formés, mal recrutés. Mais parlant des témoins, les témoins ont aussi accusé la CENI de ne pas leur avoir facilité la tâche. Beaucoup de témoins, finalement, n'ont pas été accrédités. En tout cas, un pourcentage très considérable n'ont pas été accrédités. D'autres qui l'ont été n'ont eu que très peu de temps d'accès à la salle. Et même de camps, on a carrément chassé des témoins, surtout d'un seul camp en majorité. Comment ça s'expliquerait? C'est une autre question. Comme je disais, l'œuvre humaine a ses faiblesses et ses forces. Mais si c'est des faiblesses assez graves, parce que lors des contentieux, ils n'auront rien comme élément. Effectivement, nous aussi, comme observateurs, nous avons connu le même cas. Il y a certains bureaux de vote qui n'ont pas accepté l'accès de nos observateurs dans des bureaux de vote. Mais il faut avouer qu'il y a certains qui ont eu accès. Il y a d'autres qui ont eu accès, mais avec beaucoup de difficultés et beaucoup de conditionnalités. Le plus important, dit, par exemple, en termes de pourcentage, qu'est-ce qu'on retient? Combien ont eu accès, combien ont eu des difficultés, combien n'ont pas pu? Bon, en termes de statistiques, je ne saurais pas vous donner d'emblée les statistiques, parce que nous sommes en train de collecter les données. Oui. Nous sommes encore dans la phase d'un rapport préliminaire. Chaque aujourd'hui encore on vote quelque part, donc vous êtes encore en cours. Ça peut s'expliquer, mais quelle est la tendance jusque-là? Bon, la tendance est que nous avions quand même reçu pas mal de données venant de nos observateurs, bien qu'il y avait aussi certains qui ont connu des problèmes, qui ont été refusés d'accès dans certains bureaux de vote, mais qui ont été reçus dans d'autres bureaux de vote. Sans chiffre, on a du mal à savoir, mais finalement, il semble que les dysfonctionnements relevés par le commun de mortels, parce que les gens qui ont été tapés dessus, vraiment, des bureaux qui n'ont pas ouvert, des électeurs chassés, parce que la CENI était fatiguée, fermée pratiquement. Mais lorsque on lit les rapports jusqu'ici, les évaluations, ne serait-ce qu'à mi-parcours des missions d'observation, on sent tout de suite que c'est assez minimisable. C'était un mot de passe finalement, qu'on ait dit que globalement c'était bien. Donc les petits dysfonctionnements qu'il y a eu, bon, ça s'explique, point barre. Moi je dirais plutôt les choses autrement.
le fait que les bureaux ont ouvert en retard, ça a créé beaucoup d'incidences. Il y a notamment le fait que les gens se sont impatientés. Là, il faut féliciter la population qui a décidé de voter, mais qui a connu des obstacles dans certains coins parce que soit le matériel est arrivé trop tardivement, soit les personnels même qui devraient gérer les opérations de vote n'étaient pas sur place à temps. Et il y avait aussi un problème technique. Il y a plusieurs machines qui ont connu des problèmes. Qui ne s'ouvrent même pas, qui arrivaient déjà déchargées. Elles venaient de débarquer à Kin ou elles venaient vraiment du centre? Bon, ce qui a paralysé quand même la quiétude, l'environnement des votes. Ce sont des faits qui ont été relevés. Mais ça aurait pu être géré quand même en amont. Ça, on pouvait éviter, techniquement. Madame, je ne suis pas la CENI. Non, vous êtes observateur. Mais comme observateur, et citoyen en plus. J'ai déjà avant les opérations du 20 décembre, nous avons souhaité que la CENI nous présente le plan de déploiement. Ah, ça va dans l'approche de transparence. Un plan de déploiement ne doit pas être un secret d'État. Mais la CENI ne nous a jamais présenté son plan de déploiement. Et on apprenait déjà en coulisses qu'il y aurait ces problèmes parce que déjà la CENI avait publié un communiqué qui sollicitait un apport logistique en hélicoptère à quelques jours des élections. Oui, pour le matériel sensible. Voilà. Ça rimait au fait que les problèmes de déploiement s'est posé déjà. Et finalement, le 20, c'est sorti au grand jour que ces déploiements posaient problème parce que ci et là, dans certains coins et recoins du pays, les matériels pour voter n'étaient pas sur place. Et conséquence, tous ces fourre-tout, toutes ces turbulences. Et là, tout le monde est unanime et même la CENI reconnaît ces dysfonctionnements-là. Vous avez vu des bureaux de vote dans des hôpitaux, dans des académies militaires, des regroupements politiques ou partis politiques. Vous avez vu aussi ou pas? Bien, je l'ai suivi ici. Je respecte beaucoup la Moé SCC Senko. C'est une Moé professionnelle qui a relevé cela. Bon, nous, dans notre rapport, nous n'avons pas encore identifié certains éléments dans ce sens parce que nous sommes encore en train de collecter des éléments. On va voir si nous arriverons à avoir les cas pareils comme la MOE SCC. Oui, parce qu'il y a quand même des gens sur qui on a mis la main. Voilà. Mais la loi interdit. Oui. Interdit qu'un bureau de vote soit installé dans une académie militaire, soit installé dans un bar, soit installé dans un camp militaire. Dans et un si c'est là et les cas, oui, même chez les individus, c'est interdit. Et généralement, ce sont des écoles où on trouve cela. Mais SCC Senko, dans ses observations, nous a dit qu'il y a 84,1% d'endroits indiqués qui ont été respectés. D'endroits indiqués. Exactement. Donc, c'est qu'il y a 15,9% qu'on doit retrouver quelque part. Qu'on doit retrouver. Oui, parce qu'ils étaient à 4,6 de lieux de culte. Or, les 15% n'est pas non plus négligeable. Non. Parce que quand vous installez dans des endroits non indiqués, ça frise la fraude électorale. Alors, vous comprenez, pour boucler cette première partie, vous comprenez pourquoi on a demandé des enquêtes alors que les rapports disaient que la situation était globalement bien? Pourquoi on ferait des enquêtes?
Bien, pour tous les cas d'irrégularité, il est tout à fait normal. Et même nous, dans nos recommandations, nous avons demandé au gouvernement et aux cours et tribunaux de diligenter des enquêtes afin d'établir les responsabilités et de punir sévèrement les auteurs des violences relevées pendant les scrutins à l'encontre des femmes. Nous avons parlé des femmes, mais c'est dans l'ensemble toutes les irrégularités. Si on retrouvait réellement les devs ou les gens en train de voter dans une parcelle privée, en tout cas, on doit mener l'enquête, arrêter ces gens et les punir sévèrement. Nous allons passer au deuxième dossier.